Nous sommes le 28 février 2007. Quelque part en Belgique, une mère prépare le déjeuner de ses 5 enfants. Son mari est parti à l'étranger depuis 1 mois. Mais quelques heures plus tard, cette maison va devenir une scène que la Belgique entière n'oubliera jamais. Son nom restera gravé dans l'histoire judiciaire belge. Énorme chagrin pour ceux qui restent évidemment la famille et ce qui s'est passé. Chaque 28 février et même les suivants seront toujours des moments très difficiles. L'horreur a un visage, reste maintenant à savoir lequel. Bienvenue sur Dark Stories. Notre tête-à-tête du jour se déroule à Nivelles, en Belgique. C'est une ville de taille moyenne, à une 30aine de kilomètres au sud de Bruxelles, en pleine Wallonie, la partie francophone du pays. Mais notre histoire ne tient pas vraiment à cette ville. Une seule adresse nous intéresse ici. Une maison comme il en existe partout, avec des chambres d'enfants, des dessins scotchés au mur et une vie qui va malheureusement s'éteindre dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. Notre histoire commence un matin de février 2007 par une journée parfaitement ordinaire. Ce matin-là, Geneviève Lermite quitte sa maison comme elle le fait souvent. Elle a quelques arrêts à faire. D'abord, elle passe par le cabinet de dermatologue pour y emmener sa fille aînée, Yasmine. Elle attend son tour, puis quand c'est fait, elle repart. Elle a maintenant 2 lettres à déposer chez son amie Valérie. Dans la première, il y a des bijoux pour ses sœurs, et la deuxième est destinée à son amie. Elle passe devant chez elle et glisse l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Puis elle repart. Son dernier arrêt se fait dans un supermarché tout proche. Elle arpente les rayons et s'arrête devant l'un d'entre eux pendant de longues minutes. Personne ne se doute que quelques heures plus tard, la vie de la famille va basculer dans l'horreur. Geneviève Lermite est née le 16 novembre 1966 à Bruxelles. Aînée de 3 sœurs, elle est la fille d'un homme d'affaires, Michel, et d'une infirmière, Marina. Mais à la maison, tout n'est pas toujours rose. Michel est très autoritaire, et le mot est faible. Il rabaisse régulièrement ses filles en les traitant de laides, d'incapables, et il leur répète qu'elles ne réussiront jamais rien dans la vie. Geneviève, comme ses sœurs, grandit sous le poids des injonctions négatives de son père, et avec les années, elle a le sentiment de ne jamais être à la hauteur, de ne pas avoir de valeur. Un manque de confiance en elle qui va la suivre toute sa vie, y compris sur les bancs de l'école. Ses études secondaires sont chaotiques. Elle redouble au moins 3 fois et malgré ça, ses résultats ne sont pas très bons. Elle se réfugie alors dans la musique, à l'académie de Oudinge, où elle apprend le violon. C'est l'un des rares domaines où elle trouve un peu de plaisir et d'évasion. Et elle s'accroche. Sa réussite dans ce domaine teinte un peu son parcours et en 1991, elle obtient son diplôme de français et d'histoire. C'est pendant cette période qu'elle rencontre son futur mari, qui sera aussi le père de ses enfants, Bouchaïb Mokadem, un jeune étudiant marocain qui s'est inscrit à des cours de physique et de mathématiques. Et entre ce jeune homme ambitieux, plein d'énergie, et cette jeune femme timide et réservée, la connexion est immédiate. Elle le voit comme le prince charmant. Pour la première fois, Geneviève se sent aimée pour ce qu'elle est. Elle se sent importante pour quelqu'un, à la hauteur de l'amour de l'autre. Ils commencent à sortir ensemble et 2 ans plus tard, en septembre 1990, ils se marient. Bouchaïb est né au Maroc vers le milieu des années 1960. En 1976, le docteur Michel Scar, un médecin belge, fait un voyage au Maroc. À cette occasion, il fait la connaissance du frère aîné de Bouchaïb et de sa sœur. Et rapidement, une amitié est née avec la famille. Michel a appris à l'âge de 25 ans qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants et il en a énormément souffert. Alors quand il rencontre la famille de Bouchaïd et qu'il a cette étincelle, il décide d'offrir aux enfants ce qu'il n'a pas pu offrir à ceux qu'il n'aura jamais. 4 ans plus tard, en 1980, il propose à Bouchaïb de réaliser son rêve, venir étudier en Belgique. Le jeune garçon de 14 ans arrive donc sur le territoire. Le docteur Michel Scar le prend sous son aile comme un fils. Il finance ses études, il lui trouve un logement étudiant et devient pour lui une véritable figure paternelle. Leur relation est vraiment celle d'un père et d'un fils.
Quand Bouchaïb se marie avec Geneviève, la jeune femme adopte tout de suite les coutumes de son mari. Ça lui plaît énormément. Elle adore les couleurs, elle aime beaucoup leur gastronomie et elle aime leurs convictions. Elle s'intègre parfaitement. Mais après leur mariage, Geneviève et Bouchaïb n'ont pas encore les moyens d'avoir leur propre maison. À l'époque, Geneviève travaille comme institutrice et Bouchaïb travaille dans une épicerie. Même s'ils ont tous les deux un emploi, ils n'ont pas assez de ressources pour se prendre leur propre logement. Alors naturellement, ils emménagent chez le docteur Scar. C'est temporaire, le temps qu'ils trouvent une solution. En attendant, le docteur Scar prend en charge le couple. Il paie absolument tout. Les charges de la maison, les courses, les assurances vie de chaque membre de la famille, les réparations et même les petites folies du quotidien. Geneviève possède l'une de ses cartes de crédit pour faire les achats courants en semaine. C'est aussi lui qui finance les vacances, les voyages qu'ils font ensemble, les séjours à la mer ou à la montagne, les cadeaux, les restaurants. Partout où ils vont, c'est avec son argent. Le 13 août 1992, Geneviève donne naissance à sa première fille, Yasmine. Et comme la famille s'est agrandie, le docteur Scar décide de déménager dans une maison plus grande, entièrement à ses frais. Il achète la propriété, finance les travaux, l'ameublement et s'installe avec la famille. Et pour lui, c'est naturel, il veut le meilleur pour son fils Bouchaïb et sa famille qui s'agrandit. 3 ans plus tard, le 13 février 1995, le couple donne naissance à la petite Nora. Mais quelques temps après, Geneviève souffre d'une grave dépression postpartum. Elle se sent submergée, vide, incapable de faire face à cette nouvelle responsabilité. Les crises d'angoisse et la fatigue l'obligent à abandonner sa carrière d'institutrice. Et c'est entre autres Michel qui signe les prolongations de ses certificats d'incapacité de travail. Et comme Geneviève n'arrive pas à travailler, Michel engage Bouchaïb pour travailler d'abord à mi-temps comme son assistant, puis à plein temps. Donc il lui offre un poste stable dans son cabinet avec un salaire bien supérieur à celui qu'il avait dans sa petite épicerie. Le docteur le forme et encore une fois, il le fait pour soutenir la famille. Sauf que ce faisant, il renforce aussi la dépendance du couple envers lui. En 1996, Geneviève commence à présenter des signes de dépression et un comportement un peu plus préoccupant encore qu'avant. Alors elle se décide à aller consulter un psychiatre qui diagnostique chez elle une anxiété récurrente et un trouble dépressif. Selon lui, Geneviève se ferme complètement émotionnellement. Elle est dans un état très sensible, très fragile, avec une personnalité très anxieuse. Elle développe des pensées obsessionnelles et des phobies qu'elle n'arrive pas vraiment à expliquer. Petit à petit, elle s'isole parce que parmi ses plus grandes peurs, il y a celle selon laquelle les autres lui veulent du mal. Elle est persuadée qu'on parle dans son dos, qu'on l'espionne ou qu'on cherche à lui nuire. Elle a tous les jours l'impression d'être une victime ou que quelqu'un veut s'en prendre à elle. Tout ça génère chez elle de grosses angoisses avec lesquelles elle se bat tous les jours. Malgré ça, Geneviève met au monde 2 autres filles, Myriam en 1997 et Mina en 1999. Désormais à 6, la maison est bien trop petite. Michel en achète donc une autre au 42 avenue Général Jacques à Nivelles. Elle a 3 étages, 2 sont dédiés à Bouchaïb, Geneviève et les enfants. Et le dernier sert au docteur Scar. Un mode de vie directement inspiré de celui des Marocains, selon Michel. Je connais un tas de familles nord-africaines qui vivent de cette manière-là. Ces familles vivent ensemble dans la même maison et un enfant habite un étage, un autre couple habite le 2e, les parents habitent le 3e. Il y a beaucoup de familles qui fonctionnent sur ce mode-là. Et nous fonctionnions sur ce mode-là. Chacun donc a son espace et chacun peut vivre confortablement. Le docteur Scar voit les enfants de son fils de cœur grandir et continue de financer tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'il veut vraiment qu'ils ne manquent de rien. À ce moment-là, Geneviève ne travaille toujours pas, donc c'est elle qui s'occupe des enfants. Et même si c'est très difficile pour elle, elle fait tout ce qu'elle peut pour rendre ses enfants heureux. Elle les aime plus que tout. Elle aime montrer fièrement tout ce que ses enfants font, que ce soit leurs dessins, leurs travaux manuels. Toute la maison d'ailleurs en est remplie. Il y en a partout. Mais ce dévouement pour ses enfants devient vite obsessionnel. La moindre chose, un grain de poussière par terre, peut la mettre dans un état de détresse. Elle se sent mal, elle a l'impression d'être une mauvaise mère. Tous les jours et en permanence, elle est en hypervigilance sur tout, pour que tout soit toujours
impeccable. Alors, ça vient certainement beaucoup de son enfance et de ce que son père lui disait. Elle croit qu'elle n'est jamais assez bien. Donc, elle est tout le temps là, à briquer la maison et à être avec ses enfants au point qu'elle n'a aucun moment pour elle. Elle ne se donne aucun répit. Du moment où elle se lève jusqu'au moment où elle se couche, elle est sur tous les fronts. Et ça parce qu'elle veut que tout soit parfait. En 2003, elle tombe à nouveau enceinte. Cette fois, c'est un garçon, Mehdi. 5 enfants donc, et Geneviève qui se sentait déjà débordée et de plus en plus tendue. Et ça en particulier parce que Bouchaïb n'est pas souvent à la maison pour l'aider. On ne sait pas énormément de choses sur ce qu'il fait à ce moment-là. On sait qu'il était assistant pour le docteur Scar, mais il est possible qu'il ait aussi d'autres activités professionnelles qui visiblement l'amenaient à passer de longues périodes hors de la maison. Alors j'ai lu des choses comme il travaille dans un spa naturiste, mais d'autres qui disaient qu'en fait il allait dans les spas naturistes. Donc bon, en tout cas, on sait qu'il avait un autre emploi et que il n'était pas souvent à la maison. Parfois, il doit partir 1 semaine, parfois jusqu'à 1 mois. Sans compter qu'il va 3 à 4 fois par an au Maroc. La mère de Bouchaïb a pourtant aménagé un étage entier pour que Geneviève puisse venir avec les enfants. Mais malgré ça, elle n'y va pas aussi souvent que son mari. Parce que voyager avec 5 enfants plusieurs fois par an, c'est très compliqué, c'est fatigant, surtout quand on a des problèmes de dépression et d'anxiété. Alors en 2005, Geneviève se tourne vers un nouveau psychiatre, le docteur Diderik Veldekens. C'est un médecin recommandé par le docteur Scar lui-même qui, après l'arrêt de ses dernières consultations, lui a proposé de reprendre une thérapie en voyant à quel point la situation devenait difficile pour elle. Il a déjà tout essayé. Il lui a proposé de prendre en charge la crèche des enfants pour qu'elle puisse retourner travailler et qu'elle sorte de la maison. Mais elle a refusé. Alors en dernier recours, il la convainc d'aller de nouveau consulter. Et à ce psychiatre, Geneviève lui écrit cette lettre. « Je ne me sens pas fort bien. Quand je me réveille, j'ai du mal à sortir de mon lit et j'ai des grosses crampes dans le ventre, alors je dois me lever car j'ai la diarrhée tous les matins. Je me sens triste, profondément triste. J'ai peur tout le temps, peur de moi-même, peur de l'avenir, peur quand je marche dans la rue. Je n'ai plus le courage, je ne sais pas où en trouver. Je suis fatiguée de tout ça. Je ne veux pas croire à un avenir meilleur. Je suis dans une impasse. Je suis allée dans un magasin, j'ai vu des couteaux de cuisine et je ne sais pas comment dire tout ça à mon mari. Je prends des médicaments. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. J'ai été écrasée par une masse de mauvais sentiments. Je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable. » Dans cette lettre, elle confie son mal-être, mais aussi que souvent, quand elle est au supermarché, elle est attirée vers le rayon des couteaux. C'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas se retenir. Ce nouveau psychiatre remarque aussi que Geneviève est presque tout le temps ultra tendue. C'est plus une angoisse, c'est un épuisement nerveux. Elle ne peut pas accomplir les tâches normales du quotidien. Elle se plaint constamment d'être seule, elle est malheureuse, elle se sent prisonnière parce qu'elle ne peut plus travailler, elle se sent confinée chez elle et régulièrement elle est victime de crises de spasmophilie, de crises de tétanie et de crises d'angoisse. Pour l'aider donc à se reposer, le psychiatre lui prescrit des somnifères. Et comme elle a de nombreux changements d'humeur dans la journée, il ajoute des antidépresseurs et des anxiolytiques pour stabiliser son état. Pendant 2 ans donc, elle suit son traitement et voit son psychiatre régulièrement. Et au fil des séances, en plus de lui parler de son attirance pour les couteaux, elle évoque aussi le fait que la présence du docteur Scar commence à la déranger. En fait, elle ne supporte plus sa présence. Elle se sent mal à l'aise avec le fait que la famille est entièrement dépendante de lui. Pour elle, qui a l'impression que tout le monde lui veut du mal, c'est comme si il était un inconnu dans son propre foyer. Tout le temps là, aux réunions de famille, pendant leur voyage, partout où le couple et leurs enfants vont, il est là. Il entrerait même dans la chambre parentale sans frapper. Conscient du fait que la communauté que nous formions était quand même atypique, j'ai demandé si cette cohabitation ou communauté, on l'appelle comme on veut, posait un problème. Je l'ai demandé à l'ermite, je l'ai demandé à Bouchaïb, je l'ai demandé au couple, et ils m'ont chaque fois répondu, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Bon, je n'avais pas demandé ça toutes les 10 minutes non plus. Elle a bien essayé d'en parler à son mari, mais pour lui, il n'y a pas de problème. Michel est comme son père, il l'a toujours considéré comme un membre de sa famille. Et comme Bouchaïb seul ne peut pas subvenir aux besoins de sa femme et de ses 5 enfants,
De toute façon, ils n'ont pas le choix. Alors comme personne ne l'écoute vraiment, Geneviève commence à s'exprimer dans des lettres qu'elle remet à son psychiatre. Et elles sont de plus en plus sombres. Dans une lettre datée du 27 février 2007, elle écrit « Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je ne me suis pas sentie bien ces derniers jours. J'ai des pensées sombres, des pensées qui prennent le dessus. Et je prendrai mes enfants avec moi. C'est une lutte quotidienne. Mon amie Valérie me soutient. Il n'y a pas de solution à mon problème. Je me sens prisonnière. Je n'ai plus de force. Je crois que mon mari ne va pas me sauver, parce que dans tous les aspects de la vie, il est dans une meilleure position que moi. Il rentre demain soir, mais je ne lui dirai pas toute ma douleur et ma détresse. Cette situation familiale ne peut plus être résolue. J'ai déjà eu des pensées comme ça dans le passé. J'imagine des scénarios vrais et réalistes, et je sais que je peux les réaliser. Ce n'est pas un jeu. Pardonnez-moi de prendre votre temps. Elle dépose la lettre, mais le cabinet ne la rappellera pas à temps. Le lendemain, le 28 février 2007, Geneviève va chercher les enfants à l'école vers midi. Sur le chemin du retour, elle emmène Yasmine chez le dermatologue et dépose les 2 lettres dans la boîte aux lettres de Valérie. L'une avec des bijoux pour sa sœur, l'autre, c'est une lettre d'adieu. Ma chère amie Valérie, je n'arrive pas à faire avancer les choses et je suis complètement paralysée par la peur parce qu'il n'y a pas de solution à mon problème. J'ai pris la décision de partir avec mes enfants, très loin et pour toujours. Un jour, nous nous reverrons, mais je ne regrette pas cette solution finale. Michel Scar est un bâtard qui a ruiné ma vie et ma vie privée, avec mes enfants et mon mari. Sortir de chez mes parents qui était un enfer pour tomber dans un autre. Je n'y arrive pas. Je ne supporte plus cette situation. Mon mari est sourd et aveugle, et malgré tout ça, il est heureux comme ça. Alors je te demande pardon. Ton amie, Geneviève. Après ça, elle rentre à la maison avec les enfants. Elle les met devant la télé et part cuisiner des tomates farcies. La séquence qui suit est très sensible. Comme d'habitude, je vous préviens et je vous mets les chapitres en description. Pendant que Geneviève découpe les tomates, les enfants sont dans le salon. La mère de famille s'arrête d'un coup et part dans l'une des chambres avec un couteau. De là-bas, elle appelle Mina, sa fille de 7 ans, en prétextant avoir une surprise pour elle. Quand sa fille arrive pour découvrir ce que sa mère lui a réservé, Geneviève se jette sur elle. Mina se débat, mais face à sa mère, elle sent bien que ça ne va pas être facile. Geneviève tient fermement le couteau sur sa gorge. Elle essaie de la rassurer et lui murmure des mots réconfortants. « Ça va aller, tout va bien se passer. » Et puis elle lui tranche la gorge. Geneviève se lève ensuite, part dans la salle de bain nettoyer la lame de son couteau et revient dans la chambre pour déposer le corps de sa fille dans son lit. Elle l'allonge et l'entoure de peluches. Après ça, elle fait la même chose avec son petit garçon, Mehdi, alors âgé de 3 ans et demi. Au fur et à mesure, elle déplace les corps sous les couvertures entourées de peluches pour que le suivant ne se doute de rien. Et elle recommence, avec Myriam, 9 ans. Cette fois, en plus de l'avoir attirée avec une fausse surprise, elle lui bande les yeux et la fait s'asseoir sur une chaise, probablement pour qu'elle ne voie pas la quantité de sang qu'il y a dans la pièce. Derrière elle, elle prend une sorte de plateau, alors les sources parlent de marbre, mais en tout cas, elle lui frappe la tête avec. Sauf que cette première tentative échoue. Alors comme pour ses frères et sœurs, elle finit par lui trancher la gorge, elle aussi. Dans la chambre, il y a du sang partout. Geneviève est dégoûtée, mais il lui reste encore 2 filles, Nora et Yasmine. Nora et Yasmine ont bien compris qu'il se passait quelque chose. Leurs frères et sœurs ne sont plus là, et quand leur mère vient les chercher, elle la voit couverte de sang. Terrifiée, elle supplie Geneviève de leur dire ce qui se passe. Mais leur mère ne dit rien. Elle continue de s'approcher. Yasmine essaie de la convaincre. Elle l'aime, elle n'a pas besoin de faire ça. Mais Geneviève n'entend rien. Elle fait venir sa fille Nora à l'étage où vit Michel et la tue dans la salle de bain. Quand c'est le tour de Yasmine, la plus âgée, elle crie simplement son nom depuis la chambre du premier. Yasmine entre dans la pièce et Geneviève l'attaque par surprise. Mais Yasmine réussit à esquiver les coups de sa mère. Toutes les deux se retrouvent par terre, Yasmine essayant de se défendre et Geneviève essayant d'attaquer. Malheureusement, la petite n'arrive pas à s'échapper. Après avoir tué ses 5 enfants, Geneviève prend un post-it et écrit au feutre rouge « Appelez la police ». Elle le colle sur la porte d'entrée de sa maison pour avertir un voisin qui passerait par là. Puis elle essaie de mettre fin à ses jours en se jetant sur le couteau qu'elle utilise depuis le début. Mais elle n'y arrive pas. Elle se blesse, la lame passe très près du cœur, mais la blessure n'est pas mortelle. Alors finalement, vers 16h30, elle appelle les secours. Quand les ambulances arrivent à la maison, ils découvrent une scène horrible. 4 des enfants sont allongés dans leur propre lit, entourés de leurs peluches, comme si elle les avait mis là pour dormir. Nora est dans la salle de bain du docteur Scar, étendue par terre. Sur le miroir sont écrites les lettres J, U,
aidée, avec le sang de sa propre fille. Certains supposent qu'elle allait écrire Judas. Plusieurs de ses enfants présentent 5 à 6 marques de couteau sur la gorge. Geneviève a donc essayé à plusieurs reprises. Les plus âgés, surtout, ont beaucoup de blessures défensives. Elles se sont défendues jusqu'au bout. Geneviève présente plusieurs blessures au thorax. Les secours la prennent immédiatement en charge. Ils la stabilisent sur place, puis l'emmènent à l'hôpital. Là-bas, elle est immédiatement placée en état d'arrestation. Très rapidement, Geneviève passe aux aveux complets. Elle raconte, avec un calme glaçant, le déroulement des faits, un par un. Dans son agenda, les policiers retrouvent des notes. « Je suis partie avec mes enfants. La vie est insupportable. » En attendant son procès, elle est incarcérée à la prison de Mons. Mais reste maintenant à déterminer si elle est vraiment responsable de ses actes ou pas. L'affaire provoque un énorme choc médiatique en Belgique. Des rumeurs naissent rapidement. On raconte que Geneviève aurait appris que Michel et Bouchaïb entretenaient une relation. Il se dit aussi que Michel aurait poussé Geneviève à bout parce qu'il ne l'aimait pas et qu'il voulait garder les enfants pour lui. Mais ça va loin, hein. On l'accuse aussi d'avoir eu des comportements malsains avec les enfants. Rien de tout ça n'a été prouvé, mais ces oui-dire viennent probablement d'une lettre que Geneviève a écrite et dans laquelle elle dit « Nous étions un ménage à 3. Michel est un homosexuel refoulé qui s'est acheté une vie de famille et des enfants. » Bouchaïb est aussi accusé des pires horreurs. À cause de ses origines, on le traite d'islamiste radical et on l'accuse de violence conjugale. Encore une fois, ces rumeurs trouvent leur source dans des lettres que Geneviève a écrites et qui racontent que son mari insultait ses enfants, qu'il les traitait de petites crasses, en plus de les frapper. Selon elle, elle ne l'aurait jamais vu jouer avec eux. Les enfants l'énervaient et c'est sûrement pour ça qu'il n'était jamais à la maison. Archi fou ce que vous dites là, c'est encore une fois une suite logique des mensonges que certains conseils racontent et certains journalistes. Bouchaïb et Michel ont longuement été auditionnés, mais tous les deux ont rapidement été mis hors de cause. Rien de tout ça n'a été prouvé. Mais ces rumeurs vont forcément peser sur tout le procès, alors que la vraie question, elle, n'a pas encore été posée. Moi, je suis vivant, je n'ai jamais demandé à personne de prendre mon rôle, mais de jouer à ma place. Qui me laisse la paix, vivre dans ma douleur, c'est une survie, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, et qu'on laisse mes enfants se reposer en paix. Le divorce entre Bouchaïb et Geneviève est prononcé le 29 octobre 2008. Le procès de Geneviève s'ouvre le 8 décembre 2008. Alors âgée de 41 ans, elle est déclarée apte à être jugée. Et la question à laquelle tout le monde veut répondre, c'est est-ce qu'elle avait conscience de ce qu'elle faisait ou non au moment du crime ? Cette tuerie semble avoir duré 1h30, mais ça a pris du temps et je ne comprends pas comment une femme seule ait pu réaliser tout ça. C'est incompréhensible pour moi. Geneviève est défendue par 2 avocats, maître Xavier Magnier et maître Daniel Spreutels. La défense plaide la responsabilité atténuée et le suicide altruiste. Geneviève aurait tué les enfants pour les protéger d'une vie de souffrance. Et si elle a réussi en si peu de temps, on estime que les meurtres ont à peine duré 1 heure, voire 1h30, c'est parce que sa conscience était altérée. La preuve, entre chaque enfant, elle lave son couteau et surtout à chaque fois qu'elle le fait, elle se regarde dans le miroir et ne se reconnaît pas. Comme si elle portait un masque. Mais à ce sujet, les psychiatres ne sont pas tous d'accord. Geneviève voyait ses enfants comme un tout, comme une partie d'elle-même. Elle ne les voyait pas comme des êtres humains séparés d'elle, avec leur propre identité. Former un tout, pour elle, c'était au sens littéral. Donc elle n'a pas tué par haine ou par méchanceté, mais peut-être par désespoir. Geneviève est tombée dans une grave dépression. Un état qu'on sous-estime beaucoup quand on ne l'a pas vécu. Et comme d'habitude, je n'excuse pas son terrible geste, je cherche à comprendre comment une mère qui aime ses enfants comme elle les a aimés a pu passer à l'acte. Et faut avouer que la dépression postpartum et la dépression de manière générale sont encore largement sous-estimées. On a déjà eu ce genre de cas sur la chaîne, je pense à Andrea Yates ou à Lauren Dickerson, et dans les commentaires, j'ai souvent lu « Quand on veut, on peut ». Elle aurait pu faire des efforts, c'est plus facile de soigner que de tuer. Alors il y a quelques années, j'avoue que j'aurais été plutôt d'accord avec ça. J'aurais été très tranchée sur le sujet. Mais aujourd'hui, par les histoires que je raconte, par le fait de l'avoir côtoyée de près, mon avis a
littéralement changé. Et du coup, j'aimerais juste apporter un peu d'informations sur ce qu'on considère parfois comme une maladie fantôme. Être en dépression, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas avoir une maladie qui n'existe pas juste parce qu'on ne l'a pas ou peu connue. C'est pas réservé à un certain type de profil. J'écoutais d'ailleurs une conférence d'Albert Moukébert il y a pas longtemps, dans laquelle il disait qu'il ne souhaitait cette maladie à personne tant elle est difficile. Et c'est pas juste un coup de blues, la dépression. Le cerveau est littéralement coincé comme une voiture dont l'accélérateur est bloqué à fond et les freins sont cassés. C'est biologique. C'est pour ça que dire quand on veut, on peut, ou elle aurait pu se soigner, c'est aussi injuste que de dire à quelqu'un avec une jambe cassée qu'il suffisait juste qu'il essaie de se lever pour marcher. Et quand quelqu'un souffre d'une profonde dépression et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, à un moment donné, il peut vouloir en finir. Mais dans le cas de Geneviève, étant donné que ses enfants faisaient partie d'elle, dans son esprit, j'entends, évidemment, si elle devait disparaître, les enfants devaient disparaître aussi. Elle aurait pu simplement scinder son identité de la leur et laisser ses enfants en dehors de ça. Mais dans sa tête, cette séparation n'existe pas. Elle n'arrive pas à se détacher d'eux. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça, j'imagine, et je n'ai pas les compétences pour expliquer tout ça. Et même si on comprend d'une certaine façon tout ce que cette maladie peut faire à l'esprit de quelqu'un, comme beaucoup, je ne peux pas accepter qu'on puisse faire du mal à qui que ce soit, et encore moins à des enfants. Ces 5 enfants innocents vivaient leur vie, ils aimaient beaucoup leur mère. L'un des psychiatres, Paul Bensoussan, explique, lui, que Geneviève serait possiblement entrée dans une transe dissociative. Cette forme de dissociation lui aurait permis d'avoir une force physique et mentale suffisante pour assassiner froidement ses 5 enfants, les uns après les autres. Ce même psychiatre parle aussi d'un trouble qui s'appelle la mélancolie délirante. C'est une forme plus grave de dépression dans laquelle les personnes qui en souffrent sont tellement englouties par la souffrance et le désespoir qu'elles ne voient vraiment aucune issue et en arrivent à vouloir emmener leurs proches dans la mort comme une façon de les sauver aussi. Geneviève voulait toujours le meilleur pour ses enfants et dans sa tête, le meilleur pour eux, c'était la mort, pour ne pas qu'ils souffrent comme elle. Pendant le procès, Geneviève parle beaucoup de sa relation avec son mari, mais aussi de celle avec Michel. Elle revient plusieurs fois sur le fait que la situation était insoutenable pour elle, qu'elle n'avait pas de vie privée, qu'il y avait trop de règles dans la maison qui n'étaient pas les siennes, et donc qu'elle ne se sentait pas chez elle. D'ailleurs, au moment de la diffusion du rapport d'autopsie, elle part dans une crise d'hystérie en disant que ce n'est pas elle, c'est pas de sa faute, les responsables sont Michel et Bouchaïb. Certains disent que dans le box, elle s'est plusieurs fois énervée comme ça. Et paradoxalement, elle détaille aussi les faits avec un calme déconcertant. Elle explique aussi pourquoi Nora a été mise dans la salle de bain et pas dans son lit comme les autres. Selon elle, Nora était la préférée de Michel. Et c'est pour cette raison qu'elle l'a laissée dans la salle de bain avant d'écrire ce qu'on pense être le mot Judas. Et en terminant sa déclaration devant le tribunal, elle dit « J'ai agi à l'opposé de ce que je pensais. Mes enfants étaient le moteur de ma vie. C'est avec beaucoup de violence que j'ai fait ça, avec beaucoup de cruauté. Ils ont dû ressentir de la douleur, ils ont dû se dire « Qu'est-ce que maman m'a fait ?» À cette époque, je ne voulais pas les blesser, et c'était une atrocité ce que j'ai fait. Je ne veux pas, et je ne sais pas expliquer cette violence contre mes enfants. Souvent, je voudrais rejoindre mes enfants. Dépendante de la douleur, j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps l'horreur que j'ai commise. J'ai du mal à vivre, mais c'est ma faute. On a l'impression d'avoir une femme qui vit sous le poids de la culpabilité sans pour autant l'assumer. Donc, c'est difficile de vraiment trancher sur sa responsabilité parce que son geste semble à la fois très réfléchi, très rationnel et en même temps pas du tout. Et un point important qui va montrer une forme de lucidité, c'est la lettre qu'elle a déposée chez son amie Valérie. Elle l'a écrite, elle l'a déposée là-bas, elle a prévu de laisser les bijoux à sa sœur. Selon le procureur donc, c'était pas un coup de tête, c'était prémédité. Et pour Bouchaïb aussi. Ce qui est retenu, c'est donc que son anxiété a profondément altéré son discernement, mais ne l'a pas complètement aboli. Ça veut dire que selon les experts, Geneviève a certes agi sous l'influence de graves troubles psychiatriques, mais elle n'est pas complètement exonérée de sa responsabilité pénale. Au procès, Geneviève a clairement dit qu'elle voulait être jugée et qu'elle voulait être punie. Le 19 décembre 2008, le jury rend son verdict. Geneviève est reconnue coupable de l'assassinat prémédité de ses 5 enfants. Oui,
Elle souffrait d'une grave dépression quand elle a été amenée à l'hôpital le jour du drame. Il a fallu presque la sédater pour s'assurer qu'elle n'essaie pas d'en finir une fois de plus, mais elle savait ce qu'elle faisait au moment du crime. Pour Michel, ce n'est ni plus ni moins une façon de la déclarer non responsable, tout en respectant sa volonté. Je sais aussi que les psychiatres ont été à 2 doigts de la déclarer folle. Ils ne l'ont pas fait, et semble-t-il, parce qu'ils voulaient respecter son désir d'être jugé. Mais il a manqué quelque chose de très important dans ce procès, les lettres écrites par Geneviève, dont celle envoyée la veille du drame. RTBF l'a soumise à un expert et il est formel. Geneviève était en pleine crise au moment du drame. 7 médecins ont confirmé que Geneviève avait besoin de soins. Aucun d'entre eux n'a été entendu pendant le procès. Geneviève est donc condamnée à la réclusion à perpétuité. Mais ce qu'elle va faire ensuite va rouvrir une question que tout le monde croyait réglée. En 2011, Geneviève engage une procédure contre le psychiatre qui la suivait au moment de la tragédie. Avec ses avocats, il demande 3 millions d'euros de dommages pour ne pas être intervenu à temps et pour ne pas avoir répondu aux demandes d'aide qu'elle faisait. Cette procédure n'aboutira pas, notamment en raison du secret médical qui protège les échanges entre un patient et son psychiatre. Mais Geneviève n'a pas fini de faire parler d'elle. Après avoir essayé de poursuivre son psychiatre, elle lui demande des attestations qui indiquent qu'elle est stabilisée et qu'un placement en milieu psychiatrique ou une libération conditionnelle serait envisageable. Elle demande aussi des rapports détaillant son état mental actuel et des témoignages qui prouvent qu'elle a pris conscience de la gravité de ses actes et qu'elle collabore aux soins. Donc après avoir causé du tort à son médecin, elle lui demande de l'aide. Ce même médecin qui a été accusé de ne pas avoir aidé Geneviève. Plus tard d'ailleurs, il a reconnu qu'il pensait que Geneviève était capable de passer à l'acte, mais qu'il n'était pas avec elle 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'elle ne le fasse pas. D'autres experts psychiatres entendus au procès ont pourtant estimé que ces lettres auraient dû conduire à une hospitalisation d'urgence. Le fait qu'il ne l'ait pas fait a quand même mené à une information judiciaire contre lui pour non-assistance à personne en danger, et qui s'est finalement soldée par un non-lieu. Je n'ai commis aucune faute, mais il est vrai qu'aujourd'hui je traite mes patients différemment. Disons que je me permets de leur dire des choses avec plus de précision. J'explique que s'ils ne sont pas prêts à travailler sur eux-mêmes, je ne peux pas le faire à leur place. Madame Geneviève était très consciente de ce qu'elle pouvait faire, et je ne pouvais pas être disponible 24 heures sur 24 pour une patiente. C'est pas possible. Et elle le savait. Elle a fait un choix, conscient ou non, mais elle l'a fait. En prison, Geneviève continue d'écrire à Bouchaïb. Ce sont des lettres d'amour dans lesquelles elle exprime des regrets. Elle raconte aussi que l'histoire de son enfance est fausse, qu'elle n'a jamais été rabaissée par son père, que son enfance a été merveilleuse et qu'elle n'a eu aucun traumatisme. Des révélations forcément qui posent question. C'est elle qui a beaucoup insisté sur son enfance difficile, sur son père tyrannique et rabaissant, et le fait que sa mère n'avait rien fait pour la protéger. Elle présentait ça comme une cause de toutes ses souffrances. Sauf que depuis son procès, elle a repris contact avec eux et explique que finalement, certes, sa mère avait un fort caractère, mais qu'à l'époque, elle ne savait pas écouter ses parents et qu'aujourd'hui adulte, elle se rend compte qu'en fait, une communication entre eux est possible. Alors forcément, ça interroge. Est-ce qu'elle ment ? Si oui, est-ce qu'elle le fait depuis le début pour justifier son geste et obtenir sa libération conditionnelle ? Ou est-ce une nouvelle manifestation de ces troubles qui la poussent à réévaluer sa perception de la réalité? Et dans les deux cas, alors qu'en est-il de ce qu'elle dit sur Michel et sur son ex-mari ? Parce que pendant sa détention, elle écrit beaucoup pour se livrer sur le drame. Et chaque fois, Michel revient. Michel était le parrain qui décidait tout. Nous étions dépendantes de lui. La situation était devenue insupportable. Je me sentais prise dans un étau. Aujourd'hui, je me sens plus libre en prison. Je pense que Geneviève l'ermite est un être extrêmement manipulateur, parce que elle semble me dénoncer ou parler de moi à la justice comme étant un être qui l'exaspérait. Et 2 mois avant d'assassiner ses enfants, à l'occasion de mon anniversaire, qui est le 12 décembre, elle m'envoie un SMS chaleureux dans lequel elle me dit « Cher Michel, nous t'envoyons nos plus gros baisers et nous te souhaitons un heureux anniversaire, je et les enfants. » Est-ce que vous envoyez un SMS comme ça à quelqu'un qui vous exaspère ?
au point de tuer vos enfants? La haine qu'elle avait pour Michel a longuement été décortiquée. Certains disent qu'elle a tout simplement transféré le ressentiment qu'elle avait pour son propre père sur Michel, qui jouait un peu le rôle de grand-père et de père dans la maison. Parfois, elle le trouvait super, merveilleux, comme le père qu'elle n'a jamais eu, et parfois, elle le détestait, comme si ses souvenirs, ses ancrages refaisaient surface. Ce que Madame l'ermite oublie de dire, c'est que 2 ans après la naissance de Mehdi, moi je lui ai fait la suggestion, je lui ai dit, est-ce que tu ne reprendrais pas un travail à temps partiel pour ton épanouissement personnel, parce que j'imagine que c'est vrai qu'être toute la journée s'occuper des enfants, c'est peut-être un peu lourd, tu as fait des études, il y a peut-être des choses que tu voudrais faire. Je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une reprise à temps partiel? Ça peut se faire dans l'enseignement. Et elle l'a refusé. Alors elle a refusé, oui, mais est-ce que laisser ses enfants à quelqu'un d'autre pour s'en occuper pour son épanouissement à elle, ce n'était pas se considérer comme une mauvaise mère? Je sais pas, encore une fois, j'aurais tendance à dire, voilà, on lui a apporté de l'aide, elle a pas voulu, mais je garde en tête que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Si elle est vraiment en dépression, si elle traîne ses traumatismes, il n'est pas exclu que ce ne soit pas envisageable pour elle. Si elle manipule, il n'est pas impossible que ce soit une stratégie. Le docteur Scar dit aussi qu'il n'était presque jamais à la maison. Il partait le matin à 7h et rentrait vers 22h, parfois même vers minuit. Donc, il était quasiment jamais là. Il ne pouvait pas surveiller ses moindres gestes ou l'oppresser comme elle le dit. Et pourtant, cette haine envers lui s'est petit à petit formée sans qu'il ne sache pourquoi. Alors on pourrait se dire qu'il peut tout à fait raconter ce qu'il a envie. J'y ai pensé évidemment. Mais il y a un moment où Michel parle du crime et il le fait avec énormément d'émotion quand il voit la famille qu'ils étaient avant. On voit qu'il y tenait beaucoup. Aujourd'hui, on sent qu'il n'y a plus que de la haine pour Geneviève, mais quand il repense à avant, il y a une forme de nostalgie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de comportement inapproprié, conscient ou pas, mais on ne peut pas dire en tout cas qu'il n'est pas touché par toute cette histoire ou qu'il se défend lui avant de penser au drame, comme on le voit souvent sur la chaîne. Dans une de ses lettres, Geneviève explique avoir voulu tuer Michel, mais elle a préféré s'en prendre à ses enfants pour ne pas qu'ils grandissent sans elle, seuls, avec leur père incapable de s'en occuper selon elle, et surtout pas avec Michel. C'est une femme qui tout est blanc ou tout est noir, il n'y a pas d'intermédiaire. Et comme les psychiatres le disent, au début, moi j'étais tout blanc, et puis je suis devenu tout noir. Sans que moi je me rende compte de quelque chose. Dans les premières années de sa détention, elle entretient une relation amoureuse avec un détenu qui finit par s'endormir volontairement en 2012. Après sa perte, Geneviève ressombre. Mais peu de temps après, elle entame une nouvelle relation avec un autre détenu, Patrick, lui aussi condamné pour meurtre. Et cette fois, elle veut se marier avec lui. La cérémonie a lieu le 29 septembre 2015. Ce mariage provoque un énorme scandale médiatique. Beaucoup y ont vu la provocation d'une femme condamnée pour avoir tué ses 5 enfants et qui choisit d'épouser un autre meurtrier. Michel a d'ailleurs déclaré « Bien que le temps atténue la douleur, il ne l'efface pas. Elle a le droit de se marier et je ne peux pas contester ça. Elle est divorcée depuis 5 ans et elle peut donc se remarier. Il n'y a rien de choquant en soi. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est le choix, encore une fois. Après le meurtrier avec qui elle a eu une relation, elle en choisit un autre. Ça confirme à mes yeux qu'elle était parfaitement consciente de ses actes au moment de tuer les enfants. Mais un autre événement va mettre le feu aux poudres, c'est la sortie en 2012 du film « À perdre la raison », réalisé par Joachim Lafosse. Dans ce film, librement inspiré de l'affaire Geneviève l'Ermite, Michel, sous le personnage du docteur André Pinger, est représenté comme quelqu'un qui était clairement là pour ruiner la famille plutôt que pour l'aider. Ce qui ne correspond pas à ce que la justice a établi. Michel voulait le meilleur pour la famille. Il voyait les enfants comme ses petits-enfants. Lui, il n'en a jamais eu. Cette famille a été très importante pour lui. Et ce que Geneviève n'aimait pas, c'était qu'il continue d'habiter avec eux. Il va rêver là-dessus. C'est la base du rêve qui n'est pas bonne pour moi. Qu'il ne s'empare pas de ça ou qu'ils disent qu'il parle d'autre chose, mais qu'il ne s'empare pas. Déjà que le titre du film, c'est comment le titre du film? Aimer en perdre la raison. Aimer en perdre la raison, ça ne me convient pas du tout d'après le procès que j'ai vécu. Pas du tout. Voilà. Je trouve ça choquant, ce titre. Absolument choquant. Moi, j'en suis sûr et certain, je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr que derrière cette affaire de film, derrière ce réalisateur, il y a bien quelqu'un qui a donné tous les renseignements clairs et qui, pour le film, pour sa rage personnelle,
Et d'ailleurs, au passage, au départ, ce n'est pas Niels Arestrup qui devait incarner l'inspiration du personnage de Michel, mais un autre acteur. C'est à propos du casting. Ah oui. Je pense que non, je crois que le casting donne déjà le sens dans lequel il y a le film, parce qu'on a mis deux types qui ont une sale gueule, c'est-à-dire Depardieu et l'autre, et une magnifique fille qui est Émilie Dequesne. Franchement, oui, c'est très différent, très différent. En 2019, et pour des raisons médicales, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles accorde à Geneviève un aménagement de peine. Les experts estiment qu'elle a plus besoin d'une prise en charge spécialisée en milieu hospitalier plutôt que carcérale. Elle est d'abord internée au centre Saint-Bernard à Manage. Par la suite, elle sera transférée à plusieurs reprises d'un établissement psychiatrique à un autre. Pendant cette période, elle fait plusieurs tentatives d'endormissement volontaire, ce qui entraîne à chaque fois de nouveaux transferts vers des unités plus sécurisées. À force, Geneviève commence à parler d'euthanasie. C'est une pratique légale en Belgique, mais c'est un processus très long. On va faire intervenir à tout le moins 2 psychiatres. Il faudra se donner le temps pour s'assurer que tous les traitements pertinents ont été tentés. Et ce n'est qu'au bout de ce processus, après concertation aussi avec les professionnels de la santé qui suivent ce patient, que l'on pourra convenir qu'il s'agit de la seule option raisonnable. Et c'est ce qui s'est passé avec Geneviève. Après consultation de plusieurs avis médicaux de la part de médecins indépendants, sans perspective d'amélioration et avec le soutien de sa famille, Geneviève est euthanasiée le 28 février 2023, 16 ans, jour pour jour, après le drame. C'était pour elle une façon de boucler la boucle. Elle avait tué ses enfants ce jour-là et elle voulait mourir le même jour, comme si elle mettait définitivement fin à cette histoire tragique. Tout le monde doit bien le comprendre qu'elle le souffrait tout le temps, psychologiquement. Bouchaïb, lui, s'est remarié et a eu un autre enfant. Il n'a jamais réussi à comprendre ce qui a poussé sa femme à commettre de telles atrocités. À mes yeux, elle était tout à fait normale, elle était bien protégée par moi. Et j'étais à l'écoute de cette femme et tout allait très bien et elle était quand même intelligente. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il pouvait trouver plusieurs possibilités pour s'en sortir et pour trouver les meilleures solutions. Alors ne venez pas raconter des conneries pour expliquer l'inexplicable. Alors on se pose la question, est-ce que Bouchaïb avait vraiment conscience de la situation de Geneviève ? Est-ce qu'elle a vraiment réussi à exprimer ce qu'elle ressentait clairement à ce moment-là ? Non pas qu'elle aurait dû ou qu'elle a mal fait, mais le message n'a peut-être pas été reçu comme elle le voulait au moment où elle en avait besoin, parce que Geneviève souffrait aussi d'alexithymie, donc un trouble de la régulation des émotions dont plusieurs des symptômes sont la difficulté à reconnaître ses émotions et une communication limitée. Est-ce qu'à force de vouloir absolument paraître parfaite et irréprochable, ou à cause de ce trouble, elle n'a finalement pas réussi à transmettre sa détresse ? Et à force de se sentir incomprise, elle s'est isolée et a fini par tout garder pour elle. Et si elle s'est exprimée clairement, alors est-ce que Bouchaïb s'est vraiment rendu compte de ce que traversait sa femme ? Dans les premières lettres qu'elle lui écrit depuis la prison, elle lui envoyait des vœux de bonheur. Elle, qui disait en vouloir à son mari de ne pas s'être occupée de ses enfants. Malgré la tristesse, la souffrance et toute cette atmosphère pénible, je t'envoie mes meilleurs vœux. Elle lui envoie aussi des objets, des puzzles, des supports dont elle se sert pour exprimer ses regrets et son amour pour lui. Elle qui lui en voulait tant et avec qui elle n'était pas heureuse. Elle qui l'a accusée des pires horreurs vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants ont été enterrés au Maroc, dans la ville où vit la famille de Bouchaïb. Il s'y rend chaque fois que c'est la date d'anniversaire de l'un d'entre eux et s'assure à chaque fois que leur tombe est bien fleurie. Ces 5 enfants ont été arrachés à la vie par celle qui leur a donné. On ne saura jamais si effectivement elle souffrait de dépression ou d'autres troubles mentaux. Honnêtement, je ne pense pas qu'on arrive à une demande d'euthanasie si on est lucide et juste machiavélique. Maintenant, ça n'excuse ni ne justifiera jamais son geste. D'autant que si on s'en tient à la haine qu'elle avait pour Michel, alors pourquoi elle s'en est prise aux enfants ? Chacun peut donner sa propre version. Moi, je suis pas plus médecin, expert psychiatre que je ne suis avocate, donc je n'ai pas de réponse. Et comme à chaque fois dans ce genre d'affaires, c'est évidemment bien plus compliqué que ce qu'on pense. Alors pour terminer, j'aimerais rendre un dernier hommage à Yasmine, 14 ans, à Nora, 12 ans, à Myriam, 9 ans, à Mina, 7 ans et à Mehdi, 3 ans. Tous étaient curieux, lumineux, heureux, aimés, et tous avaient la vie devant eux. C'était une affaire très difficile à raconter parce qu'il y a
beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions sans réponse et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et évidemment, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.